Pas de souci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je continue de faire rentrer dans la salle d'attente les étudiants qui nous rejoignent. Bienvenue pour ce 29e numéro de nos rendez-vous INSECSport, ce rendez-vous qui accueille des personnalités du monde du sport tous les 15 jours. Et ce soir, on a une nouvelle personnalité qui est avec nous ce soir, en la personne de Carl Olive, qui est avec nous, je pense en direct probablement de sa mairie. Il nous le dira tout à l'heure. Bonsoir Carl, merci de ta présence avec nous ce soir. Bonjour Julien, merci de l'invitation, je suis ravi. C'est très sympa d'être avec nos étudiants ce soir. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours, tout d'abord peut-être scolaire, puis ensuite professionnel, avant que, comme le veut la coutume, je relaie les différentes questions de nos étudiants. Alors d'abord, je suis désolé, c'est le temps de ma banane et mon café, là, entre 18 et 19. D'abord, je vais vous dire, je suis très content de vous retrouver. Et merci beaucoup, cher Julien, pour l'invitation. Il se trouve que je donne des cours. Alors, je donne des cours à l'EFAP depuis 3 ans et j'en ai donné également à l'ESJ pas mal de temps sur tout ce qui concernait l'approche de sport, la prise de parole en public, les réseaux, la confiance en soi, les techniques de commentaires de foot, etc. Alors, moi, en fait, j'ai toujours fait le con dans ma vie. Je suis issu d'une famille nombreuse, on était 8, 5 garçons et une fille. Mon frère, 56, malheureusement décédé, 57, malheureusement décédé également, 58, 61, ma pomme, 69, et ma petite sœur, 71, je vais y revenir, seule fille de la famille. Bon, en fait, mon père voulait une fille, il a eu en numéro 6. Je ne vais pas m'en plaindre, parce que sinon je ne serais peut-être pas là. Et il se trouve que nous, on a toujours voulu, mes 5 frangins, être footballeurs professionnels. On adorait ça. Mon père était dirigeant, ma mère connaissait, alors ma petite maman, qui malheureusement n'est plus là comme mon papa, était, elle, bretonne, fermière, enfin les parents fermiers, malheureusement très tôt orpheline, à 3 ans et 5 ans. J'aime bien dire ça parce que quand on est dans ce cas de figure, et 8 autour de la table, comme une table de ferme, on est toujours à la première personne du pluriel, on n'est jamais à la première personne du singulier. Et ça m'a toujours accompagné, a toujours accompagné la fratrie dans la vie. Bon, moi, il se trouve que, comme mes frangins, on voulait devenir footballeur professionnel. Et qu'il y en a une qui a seulement réussi, il n'y en a qu'une qui a réussi, c'est ma frangine. Et on en est ravis, puisque Brigitte, aujourd'hui, après avoir été championne de France de football féminin avec Poissy, avec Juvisy, puis manager au PSG, est devenue vice-présidente de la Fédération française de football pendant 8 ans et secrétaire générale. Et depuis juin dernier, la première femme présidente du comité olympique, le comité national olympique sportif français, créé en 1992. Bon, quand je dis que je voulais, moi, faire le con, c'est que moi, j'ai toujours été heureux dans ma vie et j'ai toujours été passionné dans ma vie. Et je voulais faire ce que tu sais, Jason, c'est l'idée, c'était de présenter des émissions. Je voulais être animateur et on a échangé, Julien, sur le sujet. C'est que j'estimais que pour pouvoir faire de la télé, il fallait y passer à la télé à l'époque. Et à l'époque, il y avait des trucs tout cons, la télé, il y avait des jeux télé. Et donc, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire un jeu télé, 2 jeux télé, 10 jeux télé, 30 jeux télé. Pas pour gagner des chaînes, des télés, justement, ou des machines à laver. C'était pour me faire repérer. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Sauf qu'en même temps que je faisais des jeux télé, j'ai fait ma scolarité, j'ai eu un bac B, puis ensuite j'ai eu un DUG de communication à Saint-Denis, dont on me disait que c'était l'une des facs les plus pourries de France, c'est totalement faux, Paris 8 Saint-Denis, et ça présentait un très gros avantage, c'est que ça me permettait de faire mes études et aussi d'aller faire mes jeux télé à la plaine Saint-Denis, à 2 km de la fac. Et un jour, on m'a dit, en pleine émission, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et j'ai dit à l'animateur, je veux prendre votre place. Et il m'a donné son micro et l'aventure a un peu commencé comme ça, puisque derrière, j'étais responsable des candidats, puis derrière des invités, puis derrière, j'étais assistant de Vincent Perrault. Et un jour à Lille, on m'a proposé, donc c'était une émission qui s'appelait Chercher la France. L'un des invités était Michel Péricard, qui était à l'époque député maire de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, à côté de Poissy, où je suis né.
et je me suis occupé des invités, dont M. Péricard était un des invités de cette émission. Et à la fin de l'année, forcément, je m'en souviens, vous allez comprendre pourquoi, novembre de 1989, il m'a dit, écoute, dans un mois, j'ouvre une télé locale à Saint-Germain-en-Laye. Tu ne seras pas beaucoup payé, mais tu feras ce que tu veux. Et voilà comment j'ai été pigiste à Yvelines Première le 18 décembre 1989, directeur en 1994. Et puis derrière, j'ai été pigiste à Canal, je vais vous l'expliquer, à partir de 1990. Je crois que le sujet qui est important et qu'il faut qu'on se dise ici, c'est que moi, je vais vous le dire, je m'entends pas complet, mais complet de chez complet sur la formation à bac+12, à bac-12, etc. Ça, c'est pas le sujet. Les amis, dans votre position, il y a un truc qui compte, c'est l'enthousiasme avant toute chose. Il faut bien se dire que c'est l'actualité qui nous guide et c'est pas l'inverse. Quand vous allez faire du sport, quand vous avez un événement sportif, quand vous êtes sur, par exemple, la finale du championnat du monde de rugby qui se déroule au Japon, avec le décalage horaire, on ne peut pas se dire « Ah, mais je suis en récup, ah oui, mais je suis de repos », ça ne fonctionne pas. Quand à 2 heures du matin, quand je suis à Yvelines Première, on a un avion qui atterrit, et ça s'est produit sur l'autoroute A13, un petit avion de tourisme du côté d'Aubergenville, que j'appelle mon JRI, mon journaliste reporter d'image, je lui dis, dans une demi-heure, on doit être sur place. Il ne peut pas me dire, excusez-moi, patron, mais je suis de repos ou je suis de congé. Ça, c'est juste pas possible. Et pour moi, ça, c'est le plus grand des diplômes. Alors, vous allez me dire, c'est facile finalement. Eh bien, les amis, c'est que c'est très facile. Et je vais même vous dire un truc, parce que je connais la dextérité, la qualité de, je n'étais pas de la flagornerie de Julien, c'est que pour moi, vous avez un boulevard. Vous avez un boulevard. Encore faut-il que vous soyez acteur, non pas seulement de vos études, mais de ce que vous faites, plutôt que spectateur de ce que peuvent faire les autres. Il est là le sujet. Quand j'étais patron des sports à Canal, donc j'étais à Canal en fait en 98, pigiste, embauché par Michel Denisot et Thierry Gilardi. En 2000, j'ai été embauché en CDI, le 13 juillet 2000. En 2001, j'ai été désigné directeur du planning général. J'arrivais toujours le premier à la rédac. J'habitais dans les Yvelines. Je partais, il était 6h40. J'arrivais à 7h10 au boulot, du mat. J'étais toujours le premier. Toujours. Mais moi, ça me plaisait. Vous vous rendez pas compte. Voici à Canal à l'époque avec les Thierry Gilardi, avec Michel Platini, avec Aimé Jacquet, avec Michel Hidalgo, avec les grandes stars du moment, Denis Balbir, Hervé Matou, David Berger, Grégoire Margoton, enfin Nathalie Yanetta. C'était l'endroit où il fallait être à l'époque. Tu t'en souviens, Julien? C'était tout simplement exceptionnel. Donc, je passais énormément de temps et on m'a dit plus tard, que ce soit M. Péricard ou Michel Denisot, que j'étais toujours parvenu à me rendre finalement incontournable. Mais moi, je ne le faisais pas pour ça. Je le faisais parce que j'étais passionné. Ce qui est vrai, c'est que le fait d'être toujours heureux, comme je dis souvent, 6 muscles pour sourire, 42 pour faire la gueule, fait que vous avez plutôt envie de bosser quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, même si on a tous des emmerdes, hein, plutôt que quelqu'un qui systématiquement va communiquer sur les merdes, systématiquement va se plaindre, etc. Et ça, pour moi, ça glisse complet. Et y compris aujourd'hui, peut-être qu'on y reviendra, dans mon parcours de maire et de vice-président au conseil départemental. Peut-être le truc pour terminer que je voulais dire, Julian, pardon, c'est que quand j'étais à la fac à Saint-Denis, Saint-Denis, c'est pas la porte d'à côté quand on habite à Poissy. D'abord, j'étais le premier à lire Le Monde tous les jours dans le train. Deuxièmement, je faisais déjà de la radio. Enfin, je faisais de la radio. Et je faisais de la radio de 5h à 8h du mat. Donc, voilà, c'est pour dire que je ne glandais pas. Mais surtout, d'abord, ça me passionnait. Mais surtout, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Pareil, avant d'aller, quand j'ai fait mon premier jeu télé, il était présenté par un monsieur qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelait Jean-Pierre Imbach, qui présentait les petits matins RTL. Jean-Pierre Imbach me disait, tu viens quand tu veux. Et donc, je suis allé de nombreuses fois à RTL, entre 5h et 8h, et après, je partais à la fac. C'est comme ça que j'ai connu Patrick Sabatier, c'est comme ça que j'ai connu Michel Denisot, c'est comme ça que j'ai connu des gens qui aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, j'étais un puceau, hein, j'avais 18 piges à l'époque. Mais tout ça fait que, et pour terminer, il n'y a rien sans travail, et que pour moi, le travail a toujours entraîné le talent, et je ne parle pas de talent chez moi, mais le travail a toujours entraîné le talent, la chance et la réussite. Et comme le disait Mandela, plus on travaille, plus la chance nous sourit.
Je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais… Non, pas de souci, Karl. Merci de cette introduction extrêmement enthousiaste. J'ai une première question avant de relayer celle des étudiants. Tu as parlé donc de cette première carrière, journaliste, puis ensuite directeur des sports, puis maintenant, je pense qu'on peut le dire, homme politique, en l'occurrence maire, vice-président également de ton conseil départemental. Est-ce que cette première rencontre que tu évoquais dans la création de cette chaîne de télévision te disais que tu avais envie de faire de la politique? Est-ce que tu sentais que c'était quelque chose qui t'animait aussi en plus du sport? Absolument pas. Alors, absolument pas. Moi, j'ai toujours eu ce que je n'ai jamais demandé. Jamais je m'imaginais une seule fois être directeur d'une télévision locale. Je le suis devenu. Jamais je m'étais dit, tu te rends compte que si on m'avait dit en 98, où déjà c'était le 24 décembre pour moi tous les jours, quand j'étais homme de terrain à Nancy, au PSG, à Rennes, à Troyes, etc. Enfin, moi qui suis footeux, enfin, vous imaginez qu'être homme de terrain, mais putain, c'est Noël tous les jours. Si on m'avait dit en 98 que 4 ans plus tard, je devenais le patron des sports de Canal+, enfin Canal+, hein, c'est pas Jojo les grands pieds, hein, jamais je l'aurais cru. Et pourtant, je le suis devenu. Et je ne le suis pas devenu avec mes diplômes. Après mon doc, je dis ça, après mon doc de com, j'ai fait une maîtrise de sciences politiques. Mais qui ne m'a pas servi à grand-chose, si ce n'est à me cornaquer un petit peu le cerveau. J'en avais sûrement bien besoin. Et de la même manière, je suis devenu maire de Poissy, mais moi, jamais dans mon logiciel, je m'imaginais devenir maire de Poissy. De la même manière, jamais je ne m'imaginais devenir président du club de foot de Poissy à l'époque en 3e ou 4e division. Ça l'est devenu par opportunité dans le bon sens du terme, mais ça l'est systématiquement devenu, je crois, au moment où le fruit était mûr et qui tombait de l'arbre, qu'il fût la télévision locale, Canal+, je pourrais vous parler également du Rugby Club, club privé à Paris, la ville de Poissy, le conseil départemental. Voilà. Est-ce que tu pourrais, parce que dans ton parcours jalonné de ces brillantes expériences, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de la mission gouvernementale qui t'a été confiée par le président de la République autour de l'insertion des jeunes dans les quartiers populaires par le sport? Est-ce que tu peux nous en parler de ça aussi? Bien sûr, je vais t'en parler. Simplement, si je peux me permettre, Oui, bien sûr. est-ce que tu me permets de dire quelques mots à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent? Ouais. Je ne sais pas comment ça se goûte. On peut pas voir leur tronche là. Ils peuvent allumer leur tête s'ils veulent, avec grand plaisir, évidemment. C'est juste parce que je voulais vous dire un truc qui me paraît important. C'est pour ça que je dis que c'est de l'enthousiasme avant toute chose. Moi, je n'ai jamais recruté sur CV. Je n'ai jamais recruté sur CV. Je continue de faire ce que j'appelle de la sélection naturelle à l'embauche. Et je pense que c'est important ce que je dis là parce que c'est un vrai, je pense, joli message pour toutes celles et ceux, il y en a peut-être ce soir, qui se disent « Ouais, mais bon, attends, si c'est pour faire Sciences, il faut avoir Sciences Po pour commencer à aller à droite ou à gauche ou avoir un bac plus 10 et, comme disait Coluche, 10 ans de droite ou le reste de travers pour pouvoir entrer je ne sais pas où, ça ne va pas le faire. » Mais oubliez ça, les amis, oubliez ça. À Canal+, bon, là, on ne pourra pas faire le test, mais je le fais régulièrement. À Canal+, je recevais 200 CV par semaine. 200 CV par semaine. Je fais le test avec mes élèves et je leur dis, mettons que j'ai trois postes à pourvoir, 3 postes, et que j'ai 100 personnes qui m'envoient une lettre et un CV. À combien je réponds? Question simple. On peut faire intervenir un ou deux. Allez-y, vous pouvez écrire dans la conversation ou prendre la parole si vous souhaitez dire à combien Monsieur Olive répond. À combien je réponds sur une centaine de personnes qui m'envoient lettres et CV pour 3 postes à pourvoir? À votre avis? Vous pouvez évidemment écrire dans la conversation un chiffre si vous le souhaitez, une vingtaine. Alors, Augustin me dit une vingtaine. Merci, Vingtaine. Augustin. Est-ce que d'autres à tous? 10, Qui m'a dit à tous. 50. C'est Cédric qui dit à tous. Cédric dit à tous. Pauline aux 200 à la fin de la période de recrutement. Jules à 10. Et Pauline, attends, tu me dis 200, mais il y a un accent qui m'ont écrit. Hein. Ça, c'est vachement sympa. 5 personnes, 50. D'accord.
je réponds à 0. Je réponds à 0. Là, vous dites, il est complètement farci, le directeur de la rédaction. C'est ça, Canal. Sur les 100 qui m'ont écrit, 2 semaines après, j'en ai 20 qui téléphonent en disant, mais c'est ça, c'est comme ça que ça se passe à la rédaction des sports de Canal+. On est abonné, au moins pour avoir une réponse. Enfin, l'esprit Canal, c'est peut-être un peu ça, c'est la moindre des corrections, etc. Sur les 100 qui ont écrit, les 20 qui téléphonent, j'en prends combien au téléphone? À votre avis? Sur les 20 qui ont téléphoné, une dizaine, 5. Augustin. Augustin, 5. Et Augustin, je vais lui filer 2-3 conneries après parce que ça fait 2 fois qu'il répond au premier. Pauline nous dit 3. 0, aucun. Constantin dit 0. J'ai vu un autre 0 auparavant. Je réponds à 0. Je réponds à 0. Vous entendez, les amis? Je réponds à 0. Alors peut-être que vous allez faire partie de celles et ceux qui auraient pu écrire, qui auraient pu téléphoner avec de magnifiques études à l'INSEC. Je réponds à 0. Sur les 100 qui avaient écrit, les 20 qui avaient téléphoné, 3 semaines après, j'en ai 5 qui se déplacent à Canal. Je réponds à combien? Et là, vous me dites à 0. 0. Alors, je réponds à combien, les amis? 5, Vivian. Ah oui, Vivian, Jules, vous avez raison, à 5. Et c'est seulement à ce moment-là, et arrêtez de faire les faillots, tous ceux qui mettent 5 maintenant, ça fait déjà 10 minutes qu'on a trouvé la réponse. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais recevoir les 5 candidats pour 3 postes. Notez avec moi qu'il y a plus d'une chance sur 2 que les candidats soient retenus. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand on veut être journaliste, quand on doit se bouger le cul, il faut faire la démonstration. C'est bien de dire, comme on dit, une déclaration d'amour, il faut des preuves d'amour. Et les jeunes qui sont venus à Canal, à l'époque, ce n'étaient pas des jeunes parisiens. J'en ai un qui est venu de Nice, j'en ai un autre qui est venu de Toulouse. Ils se sont démerdés. Moi, je cherche des gens qui non seulement savent travailler, mais ont envie de travailler et démontrent qu'ils ont envie de travailler. J'ai toujours pratiqué comme ça. Alors certains peuvent penser, et je respecte ce qu'ils pensent, c'est totalement con, c'est pas normal, etc. Voilà. En tout cas, c'est ma méthode. Elle a toujours fonctionné. Et je veux vous dire, chers amis, que à Canal+ et Yveline Première, j'ai embauché 80 jeunes, 80, entre 18 et 25 piges. Mon petit doigt me dit qu'on est à peu près dans la fourchette de celles et ceux qui nous regardent ce soir. C'est ça. Jamais formés au métier du journalisme, mais qui le sont devenus, soit directement sur le terrain en arrivant directement dans le bercail, ou alors par l'apprentissage et la professionnalisation. Je n'ai jamais pris quelqu'un qui sortait, par exemple, de Sciences Po, du CFJ, etc. Non pas que j'aime pas Sciences Po et du CFJ, c'est des études que j'ai pratiquées. Mais je pense que c'est beaucoup plus efficace, concret, et ça permet de donner sa chance à des gens qui, par exemple, s'étaient fait virer de chez eux à la première année de Doug, étaient partis sur des études de droit, ils n'avaient rien à péter du droit, ils voulaient absolument faire du sport, mais les parents obligés à faire du droit, etc., etc. Et ça fonctionne redoutablement. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours animé, et je vais même vous dire, qui continue de m'animer aujourd'hui. Mon cabinet à la ville de Poissy, 40 000 habitants, 105 millions de budget, 854 agents. La moyenne d'âge de mon cabinet, elle est à peine, elle est entre 25 et 30 piges. Elle est entre 25 et 30 piges. Ma chef de cabinet, entre 2014 et 2020, donc en 2014, quand je suis arrivé, elle avait 22 ans. À elle toute seule ou presque, elle tenait la ville. Pourquoi? Surmotivée, ayant envie de bosser ensemble, de partager une aventure collective humaine, et on a bousculé des montagnes. Et on bouscule des montagnes. On a fait venir le PSG, on a donné 2 heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail, on a créé des courses à pied ici, on fait un musée Le Corbusier, on s'éclate, tout est possible. Mais ça a un prix, on n'est pas aux 35 heures, on est parfois presque au x2, mais on est les plus heureux du monde parce qu'on donne du sens à nos vies. C'est un peu ce que disait Tapi. C'est pas la vie, c'est pas à tout coup la vie. C'est réussir dans sa vie. C'est ça, pour moi, le sujet. Bon, alors, pardon d'être parti Non, c'est très bien, c'est très intéressant. Pardon d'être parti sur la sélection naturelle à l'embauche, mais des petits jeunes ici, et je vous dis juste un truc, les amis, il m'arrive encore d'embaucher. Et ça, je dis rien.
Sur la mission du président, en fait, la mission du président, j'ai un coup de téléphone un vendredi du directeur de cabinet de Nadia El, la ministre de la Ville, qui me dit, que je connais, qui était sous-préfet à l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, voilà, monsieur le maire, on voudrait vous proposer quelque chose, c'est que on voudrait que vous puissiez, dans une mission flash, nous parler de vos préconisations sur l'insertion des jeunes au travers du sport et notamment dans les quartiers en politique de la ville. Moi, il n'a pas terminé sa phrase. J'ai dit banco. Banco. Pourquoi banco? Parce que je sors des quartiers. Pourquoi banco? Parce que j'ai 3 garçons. J'ai un garçon qui est professionnel en Bulgarie. J'en ai un deuxième qui travaille dans une école qui ressemble de très près à ce que tu proposes, cher Julien. J'ai un troisième Titi qui a 9 ans. Mon épouse, elle est directrice d'EHPAD. On vit là-dedans. J'ai été joueur, j'ai été arbitre, j'ai été président, j'ai bossé à Canal, je suis administrateur à la Ligue de football professionnel. Évidemment que j'ai des choses qui me parlent. J'ai 3 QPV dans ma belle ville de Poissy. Ça me parle. J'ai dit 2 conditions. Ce n'est pas un sujet de pognon parce que je ne suis pas payé et ce n'est pas le sujet. Un, que j'ai une totale indépendance dans ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que vous ne me dites pas où je dois aller. Je n'ai pas besoin qu'on me dise où il faut que j'aille pisser. Je vois très bien ce que je veux faire. Je veux faire les 12 régions. Je veux aller en Outre-mer. Et je veux pouvoir conduire ma mission comme je l'entends. Et c'est ce qui se passe. Typiquement, ce n'est pas une mission qui est passée au journal officiel. Pourquoi? Parce qu'on y sera encore dans 4 mois. Il a fallu 10 jours pour que j'obtienne les 3 signatures du ministre de la Ville, du ministre des Sports et du ministre de la Cohésion des Territoires. Et ça me va très bien. Et personne ne m'emmerde. Et quand j'ai dit, mettez-moi à disposition un inspecteur, par exemple, de l'Éducation nationale ou un jeune pour faire mon topo, rien que ça, on m'a dit, ah, c'est compliqué, bon, vous emmerdez pas, je vais trouver. Et donc, j'ai trouvé un jeune de vos âges qui est un top mec qui s'appelle Luc Charles, qui est avec moi et on se marre. Et on découvre des potentiels, des choses qui sont tout simplement extraordinaires. Parce que notre pays, en fait, on a tous les atouts en main. On a tous les atouts en main. Il faut simplement que les gens comprennent qu'il faut qu'on arrête de bosser chacun dans son couloir. C'est bien 100 mètres d'athlétisme, mais à un moment donné, c'est individuel. Pour gagner une compétition au rugby ou au foot, tu as besoin du copain ou de la copine pour aller faire ficelle ou aplatir dans l'embut. Hein. Et quel est le contenu exact de cette mission? Qu'est-ce que tu vas chercher à apporter autour du sport, autour de l'insertion? Julien, nous, on a une belle formule en Bretagne. On dit « allez sentir le cul des vaches ». Donc moi, je vais commencer, et j'ai déjà démarré, à sentir le cul des vaches. Je veux savoir ce qui se passe dans notre beau pays. Je veux voir comment une maman isolée se débrouille pour que ses gamins puissent s'insérer par le sport. Je veux voir expliquer comment un club de rugby a perdu 30% de ses licenciés et 60% issus justement des quartiers en politique de la ville. Je veux pouvoir faire la démonstration que la pandémie a occasionné en 12 mois des prises de poids entre 5 et 10 kilos. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de retour à la compétition sportive, mais il y a plutôt un rester chez soi autour de la PlayStation, autour de la console, autour du téléphone. Je ne parle pas de vous, les amis, je parle de ces jeunes qui ont entre 10 et 15 ans. L'insertion des jeunes, pour moi, déjà entre 6 et 10 ans, si on rate ce carrefour-là, c'est compliqué. Ce que je constate, c'est qu'il faut que nos jeunes retrouvent le chemin des clubs de sport. Et pour ça, ce n'est pas simplement que eux aient l'initiative d'y aller. Ce n'est pas souvent chevillé au corps, et d'ailleurs pas simplement dans les quartiers. Il faut que les clubs, d'ailleurs comme on l'a vu pour les centres de vaccination, vous savez, on a parlé du aller vers, il faut que les clubs de sport aillent redescendre dans les quartiers. Ça, ce n'est pas suffisamment fait. On va me dire, c'est quand même pas à eux de le faire. Bah si, les amis, parce que ça, c'est une question aussi sanitaire et c'est une question, pour moi, c'est une question sociétale. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'on a peut-être aujourd'hui nos jeunes qui ne veulent plus s'emmerder à payer une cotisation, avoir des cadres, etc. C'est là où l'idée de faire des outils de proximité est très intéressante. Il se trouve que nous, depuis 2016, on en a mis en place ce qu'on appelle des strict workout. On a fait ça avec Sébastien Chabal, comme ce qu'on appelle du sport en liberté, vous savez, sur des surfaces finalement qui font 50 mètres carrés. On va faire un peu de gonflette, on va faire des genuflexions, des pompes sur des outils de proximité. Ça marche très bien. C'est un outil, voilà. Il faut que ce soit encadré, mais c'est un outil.
Deuxième chose, les city-stades. Le président de la République a annoncé la fabrication et la possibilité d'avoir des city-stades avec pas mal de subventions éligibles. Très belle idée également. Encore faut-il que ce soit encadré. Il ne s'agit pas de lâcher les gens comme ça en pleine nature. Mais moi, ça me plaît pas mal. Pourquoi? Parce que de fait, quand nos jeunes sont ici, bah, ils ne sont pas ailleurs. Pas forcément, et pas seulement sur la PlayStation, etc. Et ils ne sont pas non plus en train de faire les cons ou filmer du chichon à longueur de journée. Ça, c'est important ce qu'on se dit là. Ce n'est pas suffisant. Derrière, je pense que, et ça c'est très intéressant dans cette mission, c'est que cette mission, elle est finalement transversale. Qu'est-ce que ça veut dire l'insertion par le sport? Le sport, c'est quoi? C'est la compète, oui, mais pas seulement. Le sport, c'est aussi la citoyenneté. Et donc la citoyenneté, elle ne s'apprend pas forcément seulement dans le club, elle s'apprend dans l'école. Donc le sport, c'est aussi l'éducation. Est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui démultiplier ce qu'on appelle les classes à horaires aménagés sport? Alors on en trouve dans les collèges, on en trouve dans les lycées, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le systématiser? Moi, je le pense. Le sport santé, qu'est-ce qu'on fait avec nos hôpitaux? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à aller chercher dans les hôpitaux, justement sur une meilleure nutrition, etc. Et puis le sport-emploi. Parler de l'emploi, très intéressant, l'insertion par l'emploi au niveau de nos jeunes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est un boulot, c'est parmi les outils que vous pourriez faire, les amis, ça en fait partie. Certains d'entre vous seront un jour éducateurs dans n'importe quel sport, mais devront être formés pour l'être. Moi, je pense qu'on pourrait aussi rajouter des éducateurs presque d'insertion à l'emploi. Juliane, par exemple, moi, je vais aller voir Hugo, que je vois là, Hugo Gou, je ne sais pas quoi, ou Patricia Félix, en disant, Patricia, toi, tu vas me dire, elle a des super capacités pour devenir la future Nadia Comaneci de la gymnastique française. Et moi, je vais te dire, et en plus, Juliane, Patricia, ça fait 10 minutes que je la regarde. Et ben, cette meuf-là, je pense qu'elle est capable de trouver un emploi par rapport à son côté manager, sa capacité à rassembler, etc. Et donc, créer des coachs d'insertion par le sport. Mais ça existe tout ça. Sauf que qui le sait? La vérité, c'est là où vous avez un boulevard, les amis. C'est qu'à côté de cette expertise de savoir-faire, on est des branquignoles sur le faire-savoir. Il y a au moins 10 ou 15 dispositifs financiers différents dans ce pays que les jeunes, les associations, les clubs de sport peuvent aller chercher. Qui le sait? Notre famille. Et encore, personne ne sait. Pourquoi? Parce que les uns travaillent à côté des autres. Parce que les uns travaillent derrière les autres. Parce que les uns, parfois, travaillent contre les autres. Tant qu'on n'aura pas compris que le sport est un marqueur social, un marqueur transversal, et qu'il doit être au centre de nos quotidiens, parce que ce n'est pas du tout un truc politique, s'il y a bien un truc qui rassemble, c'est le sport, merde. Et en plus, avec 2024, dans 2 ans maintenant, enfin, si on n'a pas compris qu'on avait, c'est même plus un boulevard, enfin, je veux dire, là, on a des autoroutes, on a des autoroutes de partout. Donc voilà, moi, je veux secouer le cocotier pour montrer, alors pas seulement à l'État, pour montrer aux Français, pour démontrer aux Français, mais personne ne m'a attendu et c'est normal, que le sport doit être l'école de la vie. Encore faut-il qu'on prenne conscience qu'à l'école, il faut mettre du sport. On sent ton enthousiasme, Karl, et ça fait énormément de bien pour nos étudiants. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de ton plus beau souvenir dans ta carrière? Je pense que tu vas en avoir plusieurs, mais un beau souvenir à nous partager, par exemple, dans tes différents métiers, ou un qui sortirait parmi tant d'autres? Oui, puis ça va me permettre de donner et d'envoyer un petit conseil aussi à tes élèves qui nous regardent. Salut Marie-Lou, dont je vois bout de cheveux. C'est qu'il faut faire des langues, les amis. Il faut faire des langues. Vous ne pourrez pas réussir dans le domaine du sport si vous ne pratiquez pas les langues. Les langues, c'est certainement fait, Juliane, et tant mieux. Mais anglais, espagnol, et on fait le tour du monde. Pourquoi je dis ça? J'ai été rédacteur en chef, tu me parles de mon meilleur souvenir. J'ai été rédacteur en chef grâce à une amie. Un jour, on parlera peut-être de réseau, hein, sur la création, l'entretien, le développement de réseau. Grâce à une amie qui était numéro 2 de HBS, Host Broadcast Service, qui est l'organe hôte des compétitions internationales comme les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, etc. Bon, elle savait que j'étais un peu un touche-à-tout, un Hugui les bons tuyaux, etc. Je me retrouve rédacteur en chef en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour la Coupe du Monde 2010. Je peux embaucher 30 journaleux.
y compris des jeunes, ce qu'on appelle rédacteurs-reporters, que vous pouvez être, évidemment, le cas échéant. À une condition, que vous parliez anglais. C'est même pas espagnol, c'était anglais. Eh ben, j'ai eu aucune difficulté, évidemment, CQFD, à trouver des Anglais, des Allemands, des Scandinaves. J'en avais 10. J'ai eu aucune difficulté à trouver des Subsahariens, des Africains. J'en avais 10. Putain, j'ai eu toutes les difficultés du monde à trouver des Français. Pas qui connaissent le football ou etc., mais qui jactent anglais. Parce que là-bas, quand on était officier de liaison, il fallait simplement arriver à être English fluent. Et ça, j'ai eu les pires difficultés du monde à trouver des copains ou des copines françaises parce qu'ils ne savaient pas jacter anglais suffisamment. Premier message. Deuxième message, comme le dit Sylvain Tesson, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Bon, bah, à l'étranger, les Français se plaignaient toujours la bouche pleine. Les Anglais, les Allemands arrivaient à l'heure, terminaient à l'heure, faisaient la bamboula toute la nuit, mais démarraient à l'heure, etc. Les Français se plaignaient systématiquement. Mon meilleur souvenir, c'est celui-là, c'est Johannesburg. J'ai passé un mois en Afrique du Sud, extraordinaire. Seul avec un guide à Soweto pendant 2 jours, avec plein de petits blacks qui n'avaient jamais vu du blanc et qui venaient me pincer comme ça, j'en ai encore la chair de poule, pour voir si j'étais un mec ou une peluche. Vivre dans l'antre de Soweto, ce quartier de Mandela, le Soccer City, cette concave que vous voyez, la finale de la Coupe du Monde là-bas, que Mandela a souhaité confier aux jeunes de Soweto pour la construction, et puis la finale où j'assiste à la dernière sortie, ce qui sera la dernière sortie officielle du président Mandela sur une petite ambulance là. Et tout le monde pleure avec les vuvuzelas, etc. J'en ai encore la chair de poule. Ça, c'est des choses qui marquent. Et quand on revient, qu'est-ce qu'on est heureux. Mais qu'est-ce qu'on est heureux. On n'est jamais aussi heureux quand on est à l'étranger. On n'est jamais aussi français quand on est à l'étranger. Donc ça a été évidemment, ça a été un magnifique souvenir, mais je pourrais en raconter plein. Je ne veux pas que ça soit simplement une intervention personnelle. Je veux juste, j'espère, irriguer sur le fait que tout est possible, les amis. C'est ça l'histoire. C'est que tout est possible. Et vivre ces choses-là, je crois que c'est aussi la récompense de tout ce que j'ai pu faire quand j'étais gamin, y compris quand je faisais le con à la télé, que je comptais pas mes heures, y compris quand j'étais à la fac, que j'étais vice-président d'association sportive, y compris quand j'allais à la radio et que je faisais une émission de 23h30 jusqu'à 1h du matin. Voilà, c'est sûr que quand vous faites ça, vous ne vous pliez pas et que vous créez un réseau qui fait qu'aujourd'hui, je suis content d'être encore une fois un espèce de facilitateur pour les amis, pour leur dire tu dois appeler telle personne. Ah voilà. Est-ce que, je vois quelques questions là-dessus et remarques d'ailleurs, est-ce que… Je suis intéressé, si jamais il y a des trucs à la con qui ne plaisent pas, surtout, je veux bien que vous me remontiez. Hein, parce que… N'hésitez pas, hein, les étudiants. Car un élément sur ta ville de Poissy, en l'occurrence, comment ça t'est venu déjà de te présenter, puis d'être élu maire de ta commune, en l'occurrence? Alors, je le disais, cher Julien, d'abord, je suis né à Poissy. J'ai grandi à Poissy et j'aime ma ville. Poissy, finalement, quand tu as grandi et que tu avais Mon frère aîné, je le disais tout à l'heure, il était de 1956. Ma frangine, 1971. Il y a 15 ans d'écart, c'est une génération. Donc, on a 3 générations avec mes parents, finalement, qui ont vécu à Poissy depuis quasiment 50 ans. Mon père a fait 42 ans de crèmerie à PSA Chrysler. Mes 4 frangins ont fait l'école Chrysler. Je jouais au foot ici, mes frangins jouaient au foot ici et au rugby. Ma frangine a fait de la gymnastique, elle a fait du foot, etc. Ma mère travaillait dans les collèges. On était l'enfant du pays, puis c'est un village. C'est un village. Moi, les gens aujourd'hui dont je suis maire, c'est les mêmes qui m'ont vu quand j'étais en culotte courte, quand j'étais môme. Quel a été le déclic? Le déclic, il a été le suivant. En 2008, il y a des élections. Et après 25 ans de droite à Poissy, et à mon avis un mandat de trop pour mon anté-prédécesseur, la gauche parvient à, entre guillemets, prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas simplement la gauche, c'est le Parti socialiste avec les Verts, avec l'extrême gauche et avec un modem plutôt de centre-droit. Bon, aujourd'hui, quand on dit il n'y a plus de parti et on est dans le même temps, là, on n'était pas dans le même temps, on était dans le n'importe quoi. Et ce jour-là, je me suis dit que ma ville allait partir en sucette. Parce que je les connaissais tous, les Tintins qui se
qui se retrouvait pour faire tomber le maire à 50 voix près. Et je me suis dit, là, ça ne va pas fonctionner. Et typiquement, celui qui avait permis au maire socialiste d'être élu, qui est le MoDem, à 26 voix près, qui était premier adjoint, se fait virer 9 mois plus tard, parce qu'il voulait être calife à la place du calife, etc. etc. Le soir de la victoire de cet anachronisme, entre guillemets, je dis à mon épouse, je serai maire de Poissy. On est en 2008. Le lendemain, je commençais déjà à aller voir les uns les autres. Alors, pas pour faire de la politique, j'y reviendrai, simplement pour les écouter en stéréo. Et 2 mois plus tard, je montais une association qui s'appelle Cœur de Poissy. Cœur de Poissy. Ça veut tout dire. Poissy et le cœur. Le cœur, c'est aimer. Le cœur, ça irrigue. Le cœur, ça bat. Le cœur, c'est la vie. Cœur de Poissy. Au début, t'es 5 et on finit à 250. Et quand je suis élu, je passe rapidement les étapes, mais quand je suis élu en 2011, j'arrête mon activité professionnelle et tous les jours, je suis dans une permanence que j'achète parce que je consacre les 1200 balles que j'avais en indemnité de conseil général à ma permanence. Et je refuse que les militants, etc., donnent 1 centime à la permanence. J'allais être celui qui allait être tête de liste. On était en 2008. Et en 2011, tous les jours, j'étais à la permanence. Et on imposait le fait d'être présent, on recueillait les informations. Et encore une fois, pas de politique, pas du tout de politique. En 2014, on fait 62%. Déjà, quand vous faites 62% au premier tour, on ne peut pas dire que c'est simplement un truc de gauche ou de droite, c'est un truc de bon sens. Et en 2020, on fait 75%. Et moi, le matin, je ne me lève pas en me disant est-ce que je vais faire une politique de gauche ou une politique de droite. Je me lève en me disant est-ce que les décisions que tu vas prendre aujourd'hui vont être en adéquation avec tes administrés. Si c'est le cas, c'est gagné. Et évidemment qu'on a des fondements. Vous l'aurez compris, moi, j'ai une valeur, c'est celle du travail. J'ai une valeur, c'est celle de la solidarité, de la fraternité. J'ai une valeur, c'est le fait de pouvoir se tromper. Mais quand on se trompe, il faut le dire. Ça, c'est comme quand tu tires un pénalty. Il n'y a que celui qui ne tire pas qui ne les marque pas. Et je suis pour l'accompagnement, mais pas pour l'assistanat. Et je crois à la réciprocité entre les droits et les devoirs. Voilà, si j'avais un petit peu à définir la manière dont je gère la collectivité. Alors, tu disais que rien… Quand je dis qu'on ne s'interdit rien, on est la première commune de France en 2017 où on donne 2 heures de sport aux agents par semaine dans le cadre du temps de travail. 2 heures de sport dans le cadre du temps de travail. Je dis bien dans le cadre du temps de travail. Pas avant, pas après, ils n'ont pas besoin de moi. Dans le cadre du temps de travail. On est 3 mois avant la présidentielle. Je me fais insulter par la bien-pensance qui me dit « on veut virer des fonctionnaires, tu leur files du sport gratuitement, ils foutent rien ». Et vous le verrez si vous faites l'honneur d'acheter un bouquin qui va sortir le mois prochain qui s'appelle « Ce beau pays qui est le mien ». Je dis, la réponse que je leur ai donnée, c'est oui, et je vous emmerde. 1 an plus tard, je suis reçu à l'Assemblée nationale pour le trophée du management de l'année, parce qu'on avait fait non seulement l'amélioration des conditions de travail, c'est QFD, mais j'ai fait baisser de 750 jours l'absentéisme à Poissy. Et accessoirement 100 000 € d'économie, où j'ai consacré 40% pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, ce qui est formidable, c'est que voilà, quand on est un enfant du village, quand on croit en ce qu'on fait, on est capable de bousculer des montagnes et le mandat de maire permet tout cela. Comme d'ailleurs à l'époque où j'étais à Canal, où Denisot nous permettait tout ça. Et ça, c'est formidable. L'une des premières décisions que j'ai prises à Canal, elle est d'actualité aujourd'hui, c'est de pouvoir installer un micro aux arbitres, tu t'en souviens. Marseille contre Lyon, j'avais proposé à Colina de pouvoir porter le micro. Bon, il avait refusé, mais derrière, ça a fait école. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est des sujets qui font l'actualité. Avec Denisot, tout était possible. Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout est possible. D'ailleurs, j'ai fait un bouquin, là, je vous montre, qui s'appelle « Rendre possible l'impossible ». Et je crois que nos principales barrières, c'est nous-mêmes. Et les jeunes, là, les principales obstacles, vous verrez, c'est vous. Ah, je peux pas, c'est pas possible. Ah, je peux pas, je vais pas oser. Je suis trop gros, je suis trop petit, je suis machin, je suis mort. Tamponne le coquillard. Et il faut y aller. Personne ne vous enverra chier si vous y allez. On arrive vers la fin, Karl, de notre rendez-vous. Un point, tu disais que rien, il n'y avait rien d'écrit. À chaque fois, les opportunités se sont présentées. Dans ta riche carrière professionnelle, est-ce que toi, tu te fixes maintenant d'autres points d'étape? Est-ce que tu as envie d'autres choses, très clairement?
Bah, j'aimerais bien enregistrer un disque. Voilà. Et le jour où ça va me prendre, je le ferai. Non, moi, je veux pouvoir. Après toi, je vais inaugurer un Monsieur Bricolage, mais demain matin, je vais aller me faire une petite course Mafton. Après-demain, je vais aller chanter avec un pote. Après-demain, je vais terminer mon bouquin pour le mois prochain. J'en ai un autre pour le mois de juillet parce que ça vous a pas échappé, mais en 2022, c'est le 40e anniversaire de France-Allemagne, donc je veux faire un 24 heures chrono, France-RFA à Séville. Voilà, moi, je veux être acteur de ma vie parce que demain, tout peut s'arrêter. Voilà, je vous fais une petite confidence, mais j'ai perdu mon papa, ma maman en 2015, mon frère en 2016, mon père en 2017, mon beau-frère en 2018. On est amputé à vie dans ces cas-là. Et qu'est-ce qu'on fait? La vie s'arrête? Ben non, la vie s'arrête pas. Et donc tout est beau. Et donc il faut y aller. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc moi, le jour où je casse ma pipe, je ferais mettre sur ma tombe, il fallait bien que ça arrive. Voilà. Et donc je veux nourrir aucun regret, les amis. Bien, merci Karl en tout cas pour cet Bon, enthousiasme il extrêmement. n'y a pas eu beaucoup de questions J'ai ou... relayé, en tout cas les étudiants étaient extrêmement intéressés par ce que tu as évoqué. On sent que tu es passionné et c'est ça qui fait la différence. Et je crois que s'ils doivent retenir un élément, c'est tenter, c'est Ah oui, oser, oui, ça. c'est véritablement Et alors, juste, je voulais te dire, si tu Ouais, en es d'accord, Juliane, bien tout à sûr, l'heure, bien sûr. il est là, Augustin? Il est toujours là, Augustin, Augustin, ou il a pris la porte, là? il est là, je te vois connecté, Augustin. Bon. Donc, Augustin Monnier, si tu veux bien me filer ton adresse perso, je vais t'envoyer 2 places pour aller au PSG. Enfin, sauf si t'es supporter du PSG. Il faut que tu sois supporter du PSG. Si tu es supporter de Marseille, tu vas te gratter, hein. Augustin, vous mettez votre adresse email dans la Augustin, conversation. dis-moi d'abord si Bonsoir. tu Bonsoir, merci, c'est très gentil. Voilà. tu supportes le PSG ou pas? Non, je supporte l'OL, mais j'irai avec grand plaisir. J'ai mon Ah bon, cousin qui est supporter parisien, je sais bien avec sûr. qui je vais y aller. Habites où, Augustin? J'habite dans le sud de Lyon. Je suis à Ah, l'INSEC, super. je suis à l'INSEC de Lyon. Bon, je Voilà. vais t'envoyer ça. Merci. Ou tu envoies à Juliane, il m'enverra. Vous mettez votre adresse, Augustin, dans la conversation et je le Bien. transmettrai à Karl. D'accord. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant et très Ouais. enrichissant. Bon, C'est vraiment très agréable. fais pas le faillot, je ne vais pas t'en envoyer 4. Non, 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 vraiment, très honnêtement. Non, très honnêtement. C'est vraiment Bon, je inspirant. vous dis à bientôt, et puis lâchez rien, Merci les amis, hein. beaucoup, Karl. Merci et bonne Plaisir. soirée à toutes et à tous. Ciao.